Alors, bonjour à toutes et à tous. Il est midi. On va progressivement commencer ce dernier webinaire du cycle dédié à l'imagerie oncologique. On a déjà une première question, mais on va faire les choses un petit peu dans l'ordre. Aujourd'hui, nous allons parler du coloscanner, de la coloscopie virtuelle. Quel est un peu l'état de l'art sur cette technique d'imagerie. On a la doctoresse Catherine Hansen-Fam qui va nous présenter cela. Je suis directeur médical du groupe 3R et radiologue. On peut passer à la slide suivante. Après avoir parlé de l'imagerie ORL, de l'imagerie mammaire, du poumon et de la prostate, nous allons donc conclure par le dépistage du cancer du côlon avec l'aide du coloscanner ou de la coloscopie virtuelle ou colonoscopie virtuelle. Et comme je vous l'annonçais, une de nos spécialistes en imagerie digestive, la doctoresse Catherine Hansen-Fam, va nous faire le plaisir de faire le point actuel sur cette technique d'imagerie. La présentation va durer environ 40 minutes et puis après on aura le temps pour les questions-réponses, notamment le remboursement pour le docteur Bénédicte qui nous pose la question. N'hésitez pas à les mettre dans le chat et puis vous avez l'habitude, vous allez recevoir un mail normalement dans les 24 heures pour pouvoir en quelques clics obtenir un certificat de participation avec un point valable pour la Société suisse de radiologie, la Société suisse de médecine interne générale, ainsi que pour nos collègues techniciens en radiologie médicale et pour l'oncologie médicale pour nos collègues médecins. Je vais laisser la parole à la doctoresse Catherine Hansen-Fam, qui est la médecin responsable du centre d'imagerie de Morges. On s'est croisés il y a longtemps au HUG, où elle a exercé le rôle de chef de clinique en radiologie interventionnelle et imagerie abdominale, avec une expertise dans tout ce qui était traitement par de la radiologie interventionnelle au niveau du foie, des voies biliaires notamment. Elle a poursuivi dans cette voie au réseau hospitalier neuchâtelois, où elle est ancienne médecin-chef adjointe du service, notamment en radiologie interventionnelle et en imagerie abdominale. Katrina, la parole est à toi, et puis on se retrouve d'ici 40 minutes pour la session questions-réponses. Bonjour, j'ai le plaisir de vous parler du point actuel du dépistage du cancer du côlon et de la colonoscopie virtuelle. Au début, je souhaite vous présenter le programme de dépistage du cancer du côlon, à la fois en Suisse et au niveau européen. Il faut savoir que le cancer du côlon est le troisième cancer le plus fréquent en Suisse chez l'homme et le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme, avec la découverte d'environ 4300 nouveaux cas par année et d'environ 1700 décès par année. Le pronostic de survie à 5 ans est en moyenne de 60%, mais en cas de découverte précoce, autour de 90%. C'est pour cela qu'une détection très tôt, et donc avant l'apparition des symptômes, est si importante. 5 adénomes sur 100 vont évoluer en cancer et cela sur une période de 10 à 15 ans. En Suisse, le dépistage du cancer du côlon est pris en charge par les caisses maladies depuis le 1er juillet 2013. Les personnes cibles sont toutes les personnes asymptomatiques et sans risque particulier entre 50 et 69 ans. Pour ces personnes, une ordonnance du médecin n'est pas nécessaire et il ne paye uniquement que la quote-part de 10% pour l'examen de dépistage. Voici le questionnaire officiel pour déterminer si une personne de cette tranche d'âge est éligible à participer au programme de dépistage. Seulement si toutes les réponses sont négatives, la personne concernée pourra participer au programme. Une personne pourra bénéficier du dépistage en particulier si elle n'a pas
de perte de poids, pas de troubles du transit, pas de sang dans les selles, ni de fatigue comme symptômes cliniques. De plus, ce qui est demandé dans la deuxième partie du questionnaire, la personne ne peut pas avoir des antécédents personnels ni héréditaires de cancer du côlon, ni une antériorité de polypes coliques. Au vu d'un risque plus élevé de développer un cancer du côlon, les personnes atteintes d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, donc une maladie de Crohn ou une colite ulcéreuse, sont exclues de ce programme. À noter qu'un programme cantonal de dépistage n'existe pas encore dans tous les cantons suisses, comme vous pouvez le constater sur la carte datant de cette année. Les cantons en bleu participent au dépistage selon le programme proposé. L'adhésion du canton de Thurgovie est prévue et les cantons en gris, tous localisés en Suisse alémanique, ne sont pas associés au programme suisse pour l'instant. Dans le programme de dépistage en Suisse, il y a deux possibilités de dépistage à choix. Les tests de recherche de sang occulte dans les selles, dont il existe différents tests. Mais le FIT est celui qui est recommandé en Europe grâce à une bonne sensibilité et spécificité. L'autre option est la colonoscopie optique. Si la première option a été choisie et que le test de recherche de sang occulte est négatif, un prochain contrôle se fera tous les 2 ans. S'il est positif, on procédera ensuite à une colonoscopie optique. La probabilité que celle-ci sera normale est néanmoins de 93%. Les faux positifs peuvent être expliqués surtout par des saignements diverticulaires. Les faux négatifs, qui sont de l'ordre de 2 à 4%, sont la raison pour laquelle une répétition du test assez rapprochée est recommandée. La sensibilité du test à la recherche de sang occulte est assez bonne pour la détection des cancers, de 83 à 88%, mais uniquement de 10 à 20% pour les adénomes. Il est important de relever qu'il s'agit alors d'un test qui détecte surtout les cancers, et même un cancer ne saigne parfois que par intermittence. Ce schéma illustre bien le type de lésions qu'on détecte avec les tests à la recherche de sang occulte. Ce sont surtout les adénomes qui sont avancés et les lésions déjà évoluées. La colonoscopie optique permet de détecter des cancers avec une sensibilité de 95% et les adénomes avec une sensibilité de 80 à 95%. Avec cette bonne performance, on peut se permettre de prévoir des contrôles à 10 ans, correspondant donc aux 10 à 15 ans de temps de transformation moyenne des adénomes en cancer. Par contre, si la colonoscopie est positive, les nouveaux intervalles se discutent en fonction du résultat anatomopathologique du polype prélevé ou du cancer opéré. Une colonoscopie peut bien entendu être incomplète et comme il s'agit d'un examen invasif, il est susceptible à des complications, contrairement aux tests à la recherche de sang occulte. Les taux de perforation et d'hémorragie restent faibles, de l'ordre inférieur à 0,7%. Ce programme de dépistage avec les 2 examens à choix permet de diminuer la mortalité d'au moins 25 jusqu'à 50%. Quand on regarde les statistiques de l'OMS, on s'aperçoit que le cancer du côlon fait partie des cancers avec une des plus grandes mortalités. Vous le voyez ici en orange. Il est donc primordial de sensibiliser la population et de leur offrir un tel programme de dépistage.
À titre d'exemple, 52 900 personnes ont été invitées au dépistage du cancer du côlon au canton de Vaud en 2020. Le taux de participation est ces dernières années de 40 à 45%. La discussion du programme européen de dépistage sera rapidement faite, car il n'existe pas encore. En effet, quand vous allez sur le site officiel, on ne retrouve que la notation Coming Soon et des recommandations très préliminaires indiquant qu'un dépistage est à prévoir pour les personnes entre 50 et 69 ans. La méthode de dépistage n'est pas précisée et il se réserve d'ajuster la tranche d'âge des personnes à inclure dans un programme de dépistage dans leur version finale. Mais nous voyons qu'ils continuent à y travailler. Il existe toute une liste d'éléments qui vont probablement être inclus dans ce programme. Ce que vous constatez dans toute cette première partie de ma présentation, c'est qu'il n'y a pas de mention de la colonoscopie virtuelle, dont de l'étude du cadre colique par CT et qui est le sujet de ma présentation. Où est-ce que nous la trouvons pour finir? Si nous regardons les recommandations de la Société européenne d'endoscopie intestinale et de la Société européenne de radiologie gastro-intestinale et abdominale, qui ont été publiées en 2020 et 2021, nous trouvons finalement une recommandation pour cet examen par CT scanner. Il est en particulier proposé en cas d'une colonoscopie incomplète ou non faisable dans une population qui est éligible au programme de dépistage. Et à savoir qu'il est même considéré comme examen de dépistage, donc potentiellement de première intention, s'il n'existe pas de programme de dépistage organisé, sous prétexte que la personne concernée soit bien informée des particularités de cet examen pour le dépistage. La colonoscopie virtuelle est de plus en plus connue, mais c'est une technique qui a été validée déjà il y a 20 ans en arrière. Cet examen permet d'établir un diagnostic dans 96 à 98% des cas, donc une moyenne assez similaire à la colonoscopie optique. Les raisons pour un examen non diagnostique sont par exemple une préparation insatisfaisante ou une distension insuffisante du cadre colique. La colonoscopie optique est cependant le gold standard, avec certes une sensibilité plus élevée. Néanmoins, la colonoscopie virtuelle a une sensibilité de 78 à 88% pour les adénomes supérieurs ou égal à 6 mm par rapport au test à la recherche de son occulte qui est pour rappel de 10 à 20% et qui détecte plutôt les plus grandes lésions qui ont déjà évolué. Quelles sont alors les bonnes indications pour une colonoscopie virtuelle? Avant tout, c'est l'échec d'une colonoscopie optique, mais également chez les personnes à risque pour une sédation. Une autre indication est le refus par le patient des 2 examens à choix qui sont proposés par le programme de dépistage. À savoir qu'il n'est en général pas recommandé de faire une colonoscopie virtuelle après un test à la recherche de son occulte positif, sauf si un des critères précédemment mentionnés est rempli. La probabilité qu'une colonoscopie optique serait nécessaire, donc comme 3e examen pour faire une biopsie et ou une résection, est trop élevée. Celui-ci donnerait donc un mauvais rapport coût-efficacité. Les contre-indications relatives pour la colonoscopie virtuelle sont les suivantes. Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, donc les MICI,
un examen immédiatement après une biopsie profonde ou étendue, suite à une chirurgie colique récente, ainsi que dans le cadre d'une diverticulite aiguë. L'ensemble sont de contre-indications en raison du risque plus élevé de perforation. Les contre-indications absolues sont bien entendu une obstruction mécanique ou une perforation aiguë. Pour la suite, je présente le déroulement d'une colonoscopie virtuelle et vous montre quelques exemples. Cet examen nécessite, comme une colonoscopie optique, une préparation au préalable afin d'obtenir un cadre colique propre. Il est recommandé de donner un spasmolytique avant l'insufflation. Nous avons besoin d'une sonde endorectale pour pouvoir insuffler du CO2 ou de l'air à l'aide d'un insufflateur automatique. À savoir que le CO2 est mieux toléré que de l'air. Ensuite, le CT sera réalisé en décubitus ventral et dorsal avec, dans certains cas, une acquisition supplémentaire si un segment colique n'est pas suffisamment distendu sur les autres images. Parfois, une injection intraveineuse de produits de contraste iodé sera réalisée lors d'une des deux acquisitions. Commençons donc par la préparation. Il n'existe pas de consensus sur le protocole de préparation. Il y a beaucoup de débats entre les équipes sur le protocole de préparation optimal pour un examen de qualité, permettant de poser un diagnostic, mais en étant en même temps bien toléré par les patients. Le risque d'une demande de préparation trop longue et pénible est que les patients n'adhèrent pas au dépistage ou qu'ils ne suivront pas les consignes. Il en résultera un examen de mauvaise qualité. Comme exemple d'étude contradictoire, l'équipe de Bellini a comparé un régime sans résidus pendant 3 jours avec un groupe de patients qui ne faisaient aucun régime, sans trouver une différence significative de la qualité d'image. En revanche, Liedenbaum et collègues constataient, même après uniquement un jour de régime contre un groupe sans régime, une qualité suboptimale des images obtenues dans le groupe de patients sans aucun régime. En cherchant dans la littérature, vous trouverez une multitude de publications à ce sujet. Par contre, ce qui est clairement recommandé et fait partie d'une préparation standard selon les recommandations, c'est le fecal tagging, donc le marquage des résidus endoluminaux par du produit de contraste ingéré. Comme vous voyez sur le schéma, le liquide opacifié ou la couverture d'un résidu ou polype par le contraste permet de distinguer les polypes des résidus stercoraux. Sur l'image à gauche, il s'agit d'un polype sessile. Néanmoins, il faudra vérifier sur la deuxième acquisition que cette image nodulaire ne change pas de localisation et est donc plutôt en lien avec un résidu solide. Sur l'image du milieu, un résidu stercoral est mélangé avec le produit de contraste ingéré sans qu'on ne voie une adhérence à la paroi. À droite, il s'agit d'un polype plan avec une couverture du polype par le contraste. Mais là encore, il est impératif de vérifier sur la deuxième acquisition que l'emplacement reste identique malgré que l'image soit très évocatrice d'un polype. Les études dédiées ont pu démontrer une nette amélioration de la sensibilité, par exemple pour les lésions de 10 mm au plus, passant de 55 à 90% après marquage des résidus endoluminaux par du produit de contraste ingéré.
Je vous montre des exemples afin de vous sensibiliser à la différence de qualité et visibilité pour un examen avec mauvaise préparation et sans tagging à gauche, et à droite un examen avec un résidu colique mixte, liquidien et solide, mais opacifié par le produit de contraste ingéré. À gauche, vous ne pouvez pas distinguer des éventuelles lésions sous-jacentes dans certains segments, notamment ici au niveau du côlon transverse. Pourtant, à droite, vous voyez un résidu de la taille d'un pépin de raisin au sein du liquide qui change la position sur la deuxième acquisition et cela nous permet de dire que c'est un résidu et non pas un polype. Je vous explique rapidement la préparation colique que nous demandons aux patients dans notre cabinet à Morges. Le patient commence un régime sans résidu strict 3 jours avant l'examen. La veille, il arrête de manger des aliments solides à partir de midi et continue par contre une bonne hydratation. Celle-ci n'est pas seulement importante à cause des médicaments laxatifs à prendre par la suite, mais également pour le rinçage du tube digestif. Le soir, vers 18 heures, un laxatif est prescrit pour augmenter l'activité de l'intestin. Par la suite, le produit de contraste pour le fecal tagging, donc le marquage des résidus, est ingéré. Avant le coucher, le Dulcolax sera pris, qui aura un effet laxatif dans les 6 à 12 heures. Le patient reste à jeun jusqu'à la colonoscopie virtuelle, mais il peut directement manger dès la fin de l'examen. Je souhaite relever les particularités d'une colonoscopie virtuelle après échec d'une colonoscopie optique. Pour le confort du patient, il est préférable que l'étude scanographique complémentaire se fasse le jour même pour éviter que le patient doit faire une nouvelle préparation quelques jours plus tard, après celle déjà faite sur demande de l'endoscopiste. Il est recommandé d'effectuer néanmoins le fecal tagging, car les préparations pour la colonoscopie optique laissent souvent des résidus liquidiens qui peuvent être aspirés lors d'une colonoscopie optique, mais gênent énormément la qualité d'une colonoscopie virtuelle selon leur importance. Pour le marquage rapide des résidus, le patient va ingérer 30 cc de gastrographine ou Telebrix Gastro au moins 2 à 3 heures avant le CT. Le but est de ne pas avoir 2 examens non conclusifs en fin de journée, raison pour laquelle ce petit retard dans la prise en charge au CT est bien investi. Une discussion avec l'endoscopiste permet de discuter de la qualité de la préparation au préalable et de décider si le fecal tagging peut être exceptionnellement supprimé chez certains patients. De plus, il est nécessaire de considérer le risque de perforation plus élevé lors d'une insufflation de CO2 si une biopsie profonde ou étendue a été réalisée lors de la colonoscopie incomplète. Un échange interdisciplinaire reste indispensable pour décider de la faisabilité d'une colonoscopie virtuelle dans ce bref délai, dans certains cas de figure. Il n'y a pas de recommandation claire pour les délais à respecter suite à une biopsie profonde. Cela varie entre 1 et 4 semaines dans la littérature. Voici 2 différents examens réalisés directement après un échec de colonoscopie optique. À gauche, avec des importants résidus liquidiens non opacifiés dans le côlon sigmoïde. Et à droite, un examen après ingestion de gastrographine 2 heures avant. Sur l'examen à gauche, vous ne pouvez pas détecter de lésions sigmoïdiennes sous-jacentes car le liquide remplit quasi toute la lumière. Même si vous tournez le patient en décubitus dorsal,
la plupart de la lumière restera masquée par le liquide. À droite, vous voyez sans difficulté les limites de la paroi et les ostrations au sein du liquide. D'ailleurs, on voit aussi encore du produit de contraste ingéré dans l'intestin grêle, ce qui est dû à l'ingestion uniquement 2 heures avant le début de l'examen. L'avancée du produit de contraste ingéré dépend du temps de transit de chacun. Revenons alors sur la technique de réalisation du colo-CT, une fois que la préparation a été faite. On utilisera un fin cathéter pour l'insufflation rectale du CO2. Le ballonnet devra être gonflé pour une première acquisition, mais dégonflé pour la deuxième série d'images pour ne pas masquer des lésions du bas rectum par écrasement. On donnera un spasmolytique pour obtenir une meilleure distension du cadre colique et qui permettra également une meilleure tolérance de l'insufflation. Parmi les spasmolytiques, le meilleur effet est obtenu par le Buscopan. En cas de contre-indication, on peut donner du glucagon. On passera par la suite à l'insufflation. Voici une photo d'un insufflateur qui permet de faire une distension contrôlée. Le patient est positionné en décubitus latéral gauche et une pression de 15 à 20 mm mercure est appliquée lors de l'insufflation. Après passage d'environ 1 à 1,5 litres, le patient sera tourné en décubitus dorsal et la pression augmentée. Cela permet de distendre le côlon droit. En général, une quantité de 2 litres est suffisante, mais cela varie notamment en cas de dolichocolon ou d'un passage du CO2 dans l'intestin grêle. Une fois que l'insufflation semble réussie, un scout qui ressemble à une image de radiographie standard est réalisé à l'aide du scanner pour contrôler la distension du cadre colique avant de faire la première acquisition d'images. Cela permet d'éviter de faire toute une acquisition scanographique en constatant que la distension a été insuffisante. Voici des exemples de scout qui est donc semblable à une image de radiographie standard, mais acquis par le CT. L'image à gauche montre une distension incomplète, surtout du côlon gauche. Le cliché à droite, qui a été réalisé chez le même patient après une insufflation complémentaire, montre une bonne distension de l'ensemble du cadre colique et en plus, c'est là malgré un passage du CO2 dans l'intestin grêle. Sur ce scout à gauche, vous voyez une distension peu marquée du cadre colique, surtout du côlon descendant, et la distension n'a pas pu être améliorée en raison du passage permanent et important du CO2 dans l'intestin grêle que vous voyez très distendu également par ici. Les clichés à droite montrent un autre patient, cette fois avec une bonne distension colique, mais dans le cadre d'un dolichocolon. Il est évident qu'il y a eu une insufflation de CO2 plus importante que par exemple sur le cliché à côté, qui est due à la longueur différente du cadre colique. Il ne faut donc pas hésiter à passer à un volume supérieur au volume habituel de 2 litres. Si l'insufflation est insuffisante, il y a des astuces pour l'optimiser. Il ne faut en aucun cas continuer l'examen sans nouvelle tentative d'amélioration de la distension. Ensuite, on contrôlera avec un nouveau scout. La première chose à vérifier, c'est qu'il n'y a pas de coup dur du tuyau ni de compression de celui-ci. Le cathéter est à repositionner si on a l'impression qu'il pourrait s'appuyer contre la paroi. On changera éventuellement la position du patient
en veillant que les hanches et genoux soient en flexion, ce qui permettra de détendre l'abdomen. Un léger massage de l'abdomen peut également détendre et permettre une meilleure distension par la suite. Une autre astuce est de poser un coussin sous le bas du thorax en décubitus ventral. Cela diminuera la compression, surtout du côlon transverse. Voici un exemple d'une colonoscopie virtuelle. La lecture d'un colono-CT se fait en grande partie comme en CT habituel. Une analyse détaillée en 2D de l'ensemble du cadre colique dans les 3 plans et sur les 2 acquisitions sera effectuée. De plus, on regardera les structures extracoliques. On procédera à la reconstruction par un logiciel afin d'obtenir la colonoscopie virtuelle. Cette image montre l'écran d'un des logiciels de reconstruction. On voit les 2 acquisitions, donc le procubitus et le décubitus dorsal, en dépliés, en 3D, en 2D à gauche et en 2D zoom à droite. En haut à droite, on trouve le repère de la position dans le cadre colique. Il y a également des repères sur chaque série d'images pour savoir à quelle hauteur se localise actuellement la zone explorée dans cette vidéo. Il existe une détection automatique des lésions qui aide à trouver les lésions. Néanmoins, elle n'est qu'à considérer comme aide au diagnostic et nécessite une vérification. Nous pouvons choisir le seuil de détection qui est habituellement fixé à 5 mm, ce qu'on voit ici. Je vous laisse regarder la petite vidéo pour se faire une idée des images qu'on obtient lors d'une colonoscopie virtuelle. Encore une fois. Voici des exemples de polypes en capture d'écran. Sur l'image à gauche, un polype rectal au sein du produit de contraste ingéré pour le marquage des résidus. Ici, on voit l'attachement à la paroi. Au milieu, un polype de l'angle colique droit qui est couvert par le liquide marqué par le produit de contraste ingéré. L'image à droite montre un polype pédiculé du côlon droit sur un examen avec une très bonne préparation. Vous ne voyez que quelques tout petits résidus qui sont tagués. Une fois qu'on a analysé les images, il faudra préciser dans le rapport les détails suivants. En premier, le type de la lésion détectée, donc s'il s'agit d'un polype sessile, pédonculé ou plan, ou bien entendu d'une masse. On donnera la mesure de la lésion et pour un polype pédiculé, on mesure le plus grand diamètre sur l'image en 2D, mais sans inclure le pédicule. Il faut donner sa localisation sur les 2 acquisitions pour guider la colonoscopie optique si une biopsie est indiquée et pour retrouver la lésion lors d'un suivi par colonoscopie virtuelle. La localisation est donnée par le segment colique, mais également par la distance de la lésion par rapport à la jonction anorectale qui est calculée par le logiciel. On décrira également une éventuelle infiltration de la graisse avoisinante et des adénopathies. De plus, on analysera l'acquisition CT et mentionnera les pathologies extracoliques. Le consensus habituel est de rapporter uniquement les lésions considérées comme relevantes, notamment des polypes de 6 mm et plus. Uniquement 0,4% des lésions en dessous de cette taille sont des adénomes avancés.
Les autres sont des polypes hyperplasiques ou inflammatoires. Par contre, certains articles recommandent de noter les plus petites polypes s'il y en a plus que 3 chez un patient. Idéalement, il faudra également donner une recommandation de suivi dans un bon rapport radiologique. Comme les facteurs de risque ne sont pas forcément connus ou entièrement connus par le radiologue, des recommandations ne sont applicables que dans le cadre du dépistage. Donc, comme j'ai expliqué au début de la présentation, uniquement pour des personnes asymptomatiques et sans facteur de risque. Il existe ces recommandations, ces RADS, qui peuvent être utilisées dans les propositions suite à un CT de dépistage. On peut aussi les trouver sur le site American College of Radiology. Par exemple, on classera un examen en catégorie C3 en cas de présence d'un polype supérieur ou égal à 10 mm ou si présence de 3 ou plus de polypes entre 6 et 9 mm. Une colonoscopie complémentaire est alors à recommander. Il existe aussi une classification pour les diagnostics extracoliques et qui sont alors des découvertes fortuites. Celle-ci est moins utilisée et peu utile. Prenons pour illustrer cela la catégorie E3. Diagnostic extracolique probablement pas important, non formellement caractérisable. À investiguer selon les habitudes locales et la préférence du patient. Cela concerne par exemple un kyste rénal complexe ou homogène, mais spontanément dense. En mettant cette catégorie, le clinicien n'aura pas de recommandation claire et le fait de rajouter une catégorie ne rapporte pas d'informations supplémentaires. Il a d'ailleurs été démontré qu'uniquement 2 à 3% des pathologies extracoliques découvertes lors d'un colo-CT sont pertinentes. Par exemple, un anévrisme de l'aorte, comme sur cette image à gauche, et un épanchement pleural des découvertes fortuites, comme sur cette image à droite, ou bien sur une lésion tumorale extradigestive. En cas d'une colonoscopie virtuelle positive pour une lésion polypoïde, une polypectomie endoscopique est recommandée pour des lésions supérieures ou égales à 10 mm, sans opinion divergente. Par contre, pour les lésions entre 6 et 9 mm, les recommandations varient. Il y a les sociétés européennes qui retiennent une indication à la résection. La surveillance par colo-CT est uniquement à considérer si une colonoscopie n'est pas faisable ou refusée. En revanche, la classification CERAD, que nous venons voir, propose un suivi ou colonoscopie dans les 3 ans, s'il y en a moins que 3 lésions de cette taille, et ce qui correspond donc à un examen de catégorie C2. À savoir que jusqu'à 21% des lésions découvertes à la colonoscopie virtuelle ne sont pas visualisées à la colonoscopie optique, notamment au côlon droit. Dans ces cas, il faudra revoir les images de la colonoscopie virtuelle et si on est certain que cette lésion existe, il faudra répéter la colonoscopie optique et à l'envers, s'il y a un doute par rapport à l'existence du polype ou de la lésion relevée, il faudra répéter la colonoscopie virtuelle dans un premier temps. Comparons alors les 2 techniques de colonoscopie, la virtuelle et la colonoscopie optique. Les colono-CT permettent d'éviter une sédation et un risque de perforation plus faible, tout en gardant une bonne sensibilité et spécificité. Un autre avantage est aussi la possibilité de détecter des pathologies extracoliques, ce qui peut influencer la mortalité du patient.
La colonoscopie optique permet en revanche de faire des prélèvements ou une ablation d'un polype et est donc potentiellement thérapeutique. Son taux de complication est un peu plus élevé, mais elle n'irradie pas. Il faut toujours souligner que les doses pour le CT deviennent de plus en plus faibles, dépendant bien entendu du morphotype du patient. Il y a un homme célèbre qui a opté pour le dépistage par la colonoscopie virtuelle, ce qui a été très médiatisé à l'époque. C'est l'ancien président des États-Unis, Barack Obama. Cela lui a permis de rester en fonction grâce à l'absence d'une sédation qui l'aurait obligé de transférer temporairement ses pouvoirs à son vice-président. Avant de terminer, regardons un peu plus loin. Quelles sont les projections pour le futur? On pourrait imaginer une inclusion de la colonoscopie virtuelle dans le programme de dépistage. Celui-ci permettrait de faire un triage au préalable afin de diminuer l'attente pour une colonoscopie optique, dont le délai peut être très long dû au nombre important de personnes éligibles au dépistage et du nombre de colonoscopies nécessaires également hors du programme de dépistage. On se rappelle que plus de 52 000 personnes, seulement dans le canton de Vaud, remplissent les conditions du programme de dépistage. Par contre, si on élargit les recommandations en incluant la colonoscopie virtuelle dans le programme, il faudra harmoniser les protocoles de préparation pour avoir un standard de qualité. Et le tout en faisant un compromis entre un régime long qui augmentera potentiellement la sensibilité et une préparation relativement simple qui favorisera le taux de participation. Le but avant tout est de diminuer la mortalité due au cancer du côlon dans la population et pour cela, il faudra pouvoir inclure un maximum de personnes. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour des éventuelles questions. Merci Katrina pour cette présentation très didactique. Alors, j'ai vu passer quelques questions dans le chat. Alors, il y avait une première question, même avant le début, sur qu'en est-il du remboursement par les caisses maladie, du docteur Pierre Bénédicte. Merci Benoît, merci à Pierre. Donc, la colonoscopie virtuelle, effectivement, elle ne fait pas partie des examens de dépistage, donc elle n'est pas exemptée de la franchise habituellement. Par contre, les caisses maladies la prennent en charge comme un examen de dépistage si une demande a été faite au médecin conseil qui approuve que cet examen est indiqué. Donc, par exemple, pour les personnes qui ont contre-indication à la colonoscopie optique, si une demande est faite et approuvée par le médecin conseil, la colonoscopie virtuelle elle sera également prise en charge donc à 90%. Il reste donc la quote-part de 10% à payer. Après, par contre, en général, si le patient refuse juste les examens de dépistage qui sont proposés dans le programme suisse, dans ces cas-là, c'est un examen qui sera pris en charge par les assurances, comme tout examen radiologique, en fait, avec la franchise qui doit être d'abord atteinte. Et si elle est dépassée déjà par d'autres examens, là, oui, la colonoscopie virtuelle sera aussi prise en charge entièrement. Ok, on a deux questions de Alain Michaud. Je ne sais pas si le test Colox, test sanguin, te parle. Est-ce que tu en avais... Moi, j'ai entendu parler, c'est un test sanguin qui a été développé récemment qui permet aussi par une réponse immunitaire, en fait, c'est un test moléculaire, de détecter les cancers du côlon et les adénomes. Il me semble que la détection des adénomes est plus élevée par rapport au test FIT. Par contre, pour l'instant, donc, il ne fait pas partie des tests de dépistage officiels. Il y a apparemment des assurances complémentaires qui le prennent en charge ou en partie en charge, mais en tout cas, j'ai pas vu que c'est prévu de l'inclure prochainement dans les programmes de dépistage qui existent au niveau des cantons.
Ok, merci. Alors là, on a deux questions qui se rejoignent un petit peu sur voit-on le reste de l'abdomen? Alors ça revient à se poser la question de faut-il injecter ou pas? Tu as laissé la porte ouverte dans ta présentation. Je sais que même au sein du groupe, ça varie un peu selon les centres, selon les radiologues. Si tu peux nous en dire plus, c'est ton avis? Oui, en fait, si on prend purement le dépistage, ce n'est pas recommandé d'injecter du produit contraste pour le scanner colonoscopie virtuelle de dépistage du cancer du côlon. Parce que ça, à la fois, ça augmente potentiellement des doses d'irradiation, ça, parce qu'on a une qualité supérieure, parce que beaucoup de colonoscopies virtuelles sont réalisées en low dose. Donc, c'est moins diagnostic par rapport aux petites trouvailles extracoliques quand c'était habituel injecté. Et en plus, ça donne un risque d'allergie et ça augmente les coûts. Donc, pour une colonoscopie virtuelle, c'est environ un tiers de plus de coûts si on injecte par rapport à un examen natif. Donc, il y a des indications pour injecter. C'est par exemple si c'est pas dans les cadres du dépistage et on veut avoir une réponse concernant justement un polype ou un carcinome du côlon, mais également une vue globale par rapport à des douleurs abdominales chroniques où on a d'autres questions où c'est par exemple un contexte oncologique connu où on fait un contrôle où on doit aussi détecter des localisations extracoliques ou si on a, par exemple, des patients qui ont un risque élevé d'avoir des polypes parce qu'il y a un antécédent familial, donc hors du dépistage, en fait, hors du programme de dépistage, là, on injecte aussi. Une autre possibilité, c'est d'injecter du produit de contraste si on voit sur la première acquisition native que la préparation elle est mauvaise. Il y a beaucoup de résidus liquidiens qui ne sont pas donc opacifiés par le produit ingéré. Et là encore, on peut injecter pour détecter des lésions qui se rehaussent au sein du liquide qui reste. Mais sinon, pour la colonoscopie virtuelle dans le cadre de dépistage qui est natif, effectivement, on voit moins bien les lésions hors du cadre colique par rapport à un CT normal injecté. Voilà, il y a des choses qu'on peut analyser. Si par exemple il y a un nodule sur la surrénale, on va le voir, mais on aura en l'absence de rehaussement des vaisseaux, moins d'informations disponibles sur ce qui n'est pas lié à la coloscopie virtuelle. Alors, on a deux questions de Leila Ounali. Est-ce que l'hypersensibilité de l'appareil digestif, le syndrome du côlon irritable ou la maladie cœliaque peuvent donner naissance à un cancer du côlon? Là, on est plutôt sur une question médicale. Si oui, quels sont les contrôles à faire pour un diagnostic précoce? Alors, effectivement, donc, le côlon irritable, je n'ai pas de connaissance que ça donne un risque plus élevé de cancer, mais la maladie cœliaque, oui, effectivement, c'est connu qu'elle donne un risque plus élevé des cancers digestifs, lymphomes, mais aussi des adénocarcinomes. Et par contre, le suivi, c'est pas un suivi régulier radiologique. Donc, en général, les patients sont suivis de près par les gastro-entérologues, par leur médecin de famille. Et puis après, les intervalles, je ne connais pas les recommandations pour le suivi médical, en fait, dans ce contexte. Et sa deuxième question, avant de procéder à une technique irradiante comme un scanner, il est exigé de la justifier et de passer tout d'abord par d'autres modalités non irradiantes, telles que le cas de la colonoscopie optique. Faut-il passer par une colo optique avant de faire une colo virtuelle? Alors, si on reste dans le programme de dépistage, effectivement, on a le choix de la colonoscopie optique ou le FIT. Après, s'il y a des contre-indications à la colonoscopie optique, on fait le dépistage par le CT ou le FIT, effectivement. Mais après, c'est pas une question si on irradie ou on n'irradie pas, c'est plutôt est-ce qu'on va faire un examen dans le cadre de dépistage pour qu'il soit remboursé ou est-ce qu'on va faire un examen parce qu'on souhaite plutôt faire un scanner ou on a d'autres indications en fait qui font qu'on préfère faire un scanner parce qu'il y a une hépatopathie par exemple ou des lésions dans les reins ou autre chose à contrôler qui font qu'on fait un examen combiné pour cette raison. Après, l'irradiation, en fait, l'hypoluminosité, elle est assez faible. Elle est comme l'irradiation naturelle, si on veut, et ça dépend après, comme je l'ai dit dans la présentation, du morphotype du patient. Ça peut carrément doubler par rapport à une personne très mince et quelqu'un qui est obèse.
Après, à savoir, c'est aussi la colonoscopie virtuelle. On ne la répète pas chaque année, c'est recommandé tous les 5 ans, voire 10 ans, avec certains groupes qui proposent qu'on fait un premier contrôle après une première colonoscopie virtuelle normale dans 5 ans pour détecter les cancers d'intervalle qui sont justement des lésions qui n'ont pas été vues ou qui se sont développées dans cet intervalle. C'est qu'il y a un risque de les trouver. On trouve dans euh, dans le deuxième examen 4% des cancers si on prend une moyenne, mais c'est qu'il y a la même chose pour la colonoscopie optique, donc c'est concordant. Et après, d'autres disent, donc si le deuxième examen aussi il est négatif, on pourrait passer à un troisième contrôle à 10 ans. Il y a une question de Frédéric Lenner, plutôt sur le futur de la médecine et de la radiologie. Est-ce que l'épidémiologie populationnelle ou spatiale pourrait-elle amener une plus-value dans la prévention, le dépistage, la détection et les suivis? Donc Frédéric Lenner bosse pas mal avec tout ce qui est données, data management, et il nous parle de data management systémique avec des Key Performance Indicators associés à des données cliniques. Par exemple, une cohorte Colaos. Alors, est-ce que cette cohorte Colaos te parle Ah, après, donc, effectivement, donc, ce qui est important, en fait, qu'on élargit ces programmes de dépistage. Il faut savoir, en Europe, il y a beaucoup de pays où il y a que le FIT. Il y en a que 8 pays qui utilisent aussi la colonoscopie comme test de dépistage. Et puis, qu'on a en Europe une détection des cancers au stade précoce, donc où il y a encore 90% de survie à 5 ans en moyenne et à 13%. Pourtant, en Suisse, maintenant, avec un programme qui est assez élargi, moi, je connais que les chiffres pour le canton de Vaud, plus exact, mais entre 2016 et 2020, il y a eu quand même la détection de 60% des cancers au stade précoce. Donc, ce qui nous amène quand même, si on fait un dépistage large et qu'on détecte les lésions très tôt, ça nous permet effectivement de diminuer euh, vraiment de façon importante la mortalité due à ces cancers parce qu'on va les détecter vraiment tôt où on a encore des bonnes chances de traitement ou de juste résection d'un adénome qui ne s'est pas encore développé, où le cancer n'est pas encore développé. Ok, merci. Donc, une question qui sera vite répondue. Puis, est-il possible d'avoir un enregistrement de la présentation? Donc, oui, en général, une semaine après, les cours sont disponibles, soit par mail, je crois, on peut les retrouver. Sinon, si vous allez sur le site du groupe 3R, dans webinaire, on peut retrouver toutes les présentations, notamment les webinaires précédents également qui ont eu lieu. La présentation sera donc disponible en replay sur le site pendant quelques années, je pense, au niveau 3R. Une nouvelle question sur l'âge limite. Alain Michaud. Actuellement, certains disent stop à 70 ans. C'est un peu comme pour le cancer du sein. Quand est-ce qu'il faut arrêter? On sait qu'il y a des dames qui ont même des cancers du sein après les périodes de dépistage. Alors, est-ce qu'il faut quand même continuer à faire des dépistages de masse pour les personnes qui sortent un petit peu dans la limite supérieure des créneaux habituels de dépistage? Il nous dit que si espérance de vie moins de 10 ans, on s'arrêterait. Ou est-ce qu'on laisse tomber nos populations les plus âgées? Bon, après, je pense qu'au bout d'un moment, il faut pouvoir quand même s'arrêter de faire des examens. Mais à voir. Quel est ton avis, Katrina? Alors, en fait, ce qui est maintenant, la tranche d'âge qui a été décidée, c'était en accord avec les assurances. Donc, c'était en 2013 qu'ils ont donné l'accord de faire ce programme de dépistage. Les premiers cantons qui l'ont introduit, c'est les cantons de Vaud, Valais et Uri, qui ont donc accepté cette tranche d'âge qui a été proposée jusqu'à 69 ans. Après, je sais que pour le canton de Vaud, il y a un projet d'élargir potentiellement à 74 ans. Mais pour le moment, en fait, c'est un programme le financement a été en accord avec l'AMAL pour cette tranche d'âge. Après, à voir, en fait, c'est pour ça aussi pour le programme européen, il se donne encore la possibilité d'élargir ça parce qu'il y a un vieillissement de la population qui fait potentiellement que voilà, l'espérance de vie, elle augmente. Donc, du coup, il y a certainement aussi un intérêt de dépister plus longtemps. Mais rien n'empêche de faire ces tests après cet âge de 69 ans qui est pour le moment fixé, 69 ans révolus, mais ça sera plus
pris en charge comme tel par les assurances. Donc, ça tombe sous la franchise et seulement si la franchise est dépassée, ça sera remboursé par les assurances. Sinon, c'est pas seulement la quote-part qui sera facturée. Oui, c'est sûr qu'à 69 ans maintenant, on est quasiment encore jeune et en pleine santé, hein. Mais après, il faut définir effectivement ce qui fait partie d'un dépistage populationnel de ce qui peut être fait en one-to-one, entre guillemets, entre le patient et son médecin. Frédéric Lehner nous reparle de la prévention, hein. Effectivement, on sait que les pouvoirs politiques, là, sur tout ce qui est produits ultra transformés, etc., on reste quand même assez frileux, on va dire, pour imposer des choses, pour limiter les facteurs de risque. Est-ce que tu as des idées, des commentaires sur ce que tout un chacun pourrait faire, notamment les assistants de ce webinaire? On sait que les radiologues sont assis toute la journée, il faut qu'ils puissent bouger également pour diminuer les risques. Est-ce que tu aurais d'autres choses à part l'alimentation, le style de vie? C'est essentiellement c'est l'alimentation, c'est les facteurs de risque, c'est l'obésité, c'est comme c'est une vie saine en fait qui va diminuer les risques de cancer, de tous les cancers à tout court. Mais après, c'est surtout la sensibilisation, je pense, de la population aussi de participer à ces programmes de dépistage qui existent parce que justement, on voit que la mortalité, elle peut diminuer de façon importante. Il y a quand même bon, on arrive maintenant sur les toutes dernières années d'avoir jusqu'à 40-45% de participation par rapport concernant si on prend les différentes régions, mais si on prend globalement, c'est pas suffisant. On dit un dépistage, il faut au moins 65% de la population qui participe pour que ça fasse un sens vraiment que ça a un grand impact. Donc, on est encore quelque part loin de ça, mais ça augmente en continuité et je pense que c'est vraiment euh, essentiel que les personnes qui sont invitées par ces programmes de dépistage qui poursuivent en fait avec ou avec un test, donc soit FIT, soit colonoscopie, soit colonoscopie virtuelle, s'il y a une indication de l'affaire. Donc, c'est ça l'importance. Et puis, je pense pour la colonoscopie virtuelle, ça peut, comme je l'ai dit à la fin de la présentation, ça peut être un moyen pour aider d'absorber après cette population, si elle vraiment, il y a de plus en plus de personnes qui participent, les risques, c'est qu'on n'a pas assez de ressources pour faire la colonoscopie optique dans des délais acceptables qui sont vraiment, ils ont beaucoup diminué ces dernières années, mais il faut vraiment aussi voir ça que s'il y a beaucoup de personnes qui participent, il faut les absorber. Donc là, potentiellement, le CT peut être un moyen de triage parce qu'on a quand même une meilleure sensibilité par rapport au FIT et certaines personnes ne se contentent pas que du FIT. Ok, en tout cas que ça suscite la discussion et les débats, hein, ta présentation. Encore félicitations pour son contenu très précis. Si vous avez encore une question de dernière minute, vous pouvez ouvrir votre micro ou c'est le moment de la poser. Puis sinon, l'heure a bien tourné, il est presque 13 heures. On va vous remercier en tout cas pour votre connexion, votre participation. On conclut ainsi avec cette présentation un cycle sur l'imagerie oncologique où on félicite les orateurs pour la qualité des présentations. On sait que l'imagerie oncologique, tout ce qui est dépistage, avec le vieillissement de la population, l'augmentation des populations, ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Ces types d'examens sont amenés à croître. On y sera aussi probablement confronté peut-être un jour en tant que patient, nous ou notre famille. Donc, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi et puis à de prochaines aventures sur des webinaires du groupe 3R. On vous tiendra au courant d'éventuelles suites à ces webinaires. Merci à tous et bon après-midi. Merci beaucoup. Bon après-midi.